bonsoir, bienvenue dans votre grand dossier ce soir consacré à cette question simple et pourtant si compliquée. Salaire, comment gagner plus? Le consensus est là entre les candidats à l'élection présidentielle. Le travail ne paie pas assez et les Français n'en ont pas pour leur argent. En revanche, sur les solutions pour y remédier, le débat est nettement plus enflammé. Comment rapprocher le fameux salaire net du salaire brut? La baisse des cotisations, oui, mais comment? Voilà le retour de la TVA sociale alors que la gauche envisage de davantage taxer les héritages. On détaillera ensemble les propositions des candidats et surtout celles qui sont crédibles. Faut-il tout simplement travailler plus? Autre question. Et puis on évoquera également les retraites. L'autre grand sujet de ce début de campagne. Hier soir, sur LCI, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon appellent même à un retour à 60 ans lorsqu'Édouard Philippe et la droite proposent de repousser encore un petit peu plus l'âge de départ. Mais d'abord, écoutons donc ce consensus entre les 7 principaux candidats à l'élection présidentielle sur ce travail qui ne paye plus aujourd'hui. La nation, ce sont les hommes et les femmes qui créent la richesse. Ça passe par la juste valorisation du travail. Les salaires, très très bien, il faut les augmenter. Il faut augmenter le SMIC. Évidemment, on doit essayer de rapprocher le brut du net. Salaire brut égale salaire net. On est dans une situation qui est catastrophique en France précisément. Le travail ne paie plus assez. Et pour en parler ce soir dans ce grand dossier, je présente mes invités. Catherine André, éditorialiste économique LCI. Bonsoir Catherine, merci d'être avec nous. Julien Arnaud, journaliste politique LCI est avec nous. Bonsoir Julien, je suis ravi d'accueillir Sylvie Pierre Brossolette. Bonsoir, éditorialiste politique au Point. Et puis on accueille un chef d'entreprise sur LCI, Stéphane Manigold. Bonsoir. Bien le bonsoir. Stéphane, président du groupe Éclore et patron de PME. Combien de restaurants à votre actif? 8 180 collaborateurs. 180 collaborateurs. On a besoin des lumières d'un patron ce soir pour répondre à ces questions et ces propositions des candidats à l'élection présidentielle. Notre grand invité à partir de 17h10, ce sera Henri Sterdignac, économiste, cofondateur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Mais d'abord le constat ce soir dans ce grand dossier, parce que on l'a entendu, il y a un consensus, quasi-consensus autour de ces candidats à l'élection présidentielle que vous avez pu entendre et écouter hier soir sur LCI. Et c'est le symbole de ce ressentiment. Il s'agit bien sûr de cette différence entre le fameux salaire brut et le salaire net, celui qu'on touche concrètement à la fin du mois sur le compte en banque. On va faire le point avec vous, Catherine André, pour bien comprendre de quoi on parle, parce que c'est dans la bouche de tous les candidats. Aujourd'hui, le sentiment, c'est que le travail ne paie pas assez. Oui, c'est un sentiment aujourd'hui qui est partagé, qu'il y a une différence très importante donc, entre le salaire brut et le salaire net. Et ce n'est pas un sentiment, une impression. Il y a une très forte différence, parce que si vous prenez 100 € de salaire super brut, c'est-à-dire avant versement de tous les prélèvements obligatoires, eh bien vous voyez que sur 100 €, il y en a 47,20 € qui va à titre donc de prélèvement obligatoire, des charges sociales notamment, et que finalement, dans la poche des salariés, il n'y a que 53 €, un peu moins de 53 € qui arrivent dans la poche des salariés. Et donc ça nourrit chez les Français un sentiment aujourd'hui que le travail ne paie pas assez, et même un sentiment d'appauvrissement chez certains Français. Quand on regarde justement comment se découpent ces prélèvements obligatoires, ces 47 € de prélèvements obligatoires, vous voyez que plus de la moitié sont payés par les entreprises au titre de cotisations patronales, et puis le reste pour les salariés, des cotisations sociales donc sur le travail, et puis l'impôt sur le revenu, et donc tout cela arrive à 53 € net dans la poche du salarié. Et c'est en fait un salaire net qui est en baisse quand on regarde sur les dernières années. Lors des dernières décennies, c'était autour de 60 € de salaire net. Et on précise bien que ces chiffres, c'est sur 100 € brut, donc 26 €, 8 € et 12 €. Concrètement, ces prélèvements, Catherine, à quoi servent-ils à financer? Ils servent à financer la protection sociale en France. Et quand on regarde justement ces prélèvements au titre du financement de la protection sociale, on se rend compte que ces prélèvements, 932 milliards tout de même, donc c'est absolument massif. On est parmi les champions des prélèvements obligatoires pour financer la protection sociale. On est en 3e position, derrière l'Allemagne et la Belgique.
Mais si on se compare à l'Allemagne, il y a quand même une différence. L'Allemagne est au-dessus de nous, mais l'Allemagne a un PIB par habitant qui est 15% supérieur à celui de la France. En fait, on a un modèle social qui nous coûte très cher, un modèle social de pays riches, sauf que parmi les pays riches, on est un pays pauvre avec 15% de produits intérieurs bruts en moins si on se compare par exemple à l'Allemagne ou encore aux pays scandinaves. Merci beaucoup Catherine André pour ce point complet et ces chiffres toujours très importants. Sylvie Pierre Brossola, je vous pose la question parce qu'il y a un consensus au niveau des candidats, il y a visiblement aussi un consensus pour les Français. Est-ce que vous partagez ce constat aujourd'hui qu'il y a une trop grande différence aujourd'hui entre le brut et le net en France? Le constat est évident et il y a trop de gens qui n'arrivent plus à effectivement boucler leur fin de mois et constatent sur leur feuille de paye que ça se rétrécit de plus en plus l'acquis à la fin du mois. Mais je pense qu'ils savent aussi à quoi servent tous ces prélèvements. Ça sert aux inactifs. Les actifs payent pour les inactifs, les retraités. Ils payent pour le système de santé auquel ils sont très attachés et à juste titre. Et donc, on ne voit pas très facilement les solutions. Et à l'heure d'une campagne présidentielle, c'est extrêmement difficile parce que tout le monde a plutôt envie de faire plaisir aux Français et de dire il faut vous augmenter. Et puis, c'est une réalité qui est nécessaire à répondre. Mais après, les solutions, on les connaît. C'est évidemment reprendre de l'argent aux gens. Si vous faites la TVA sociale... Alors on en parlera après. On en parlera. Enfin, c'est forcément un autre prélèvement qui servira à vous renflouer votre salaire. Donc si vous habillez Paul, vous déshabillez Pierre. Si le gâteau n'augmente pas. Et tout notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à augmenter le gâteau. Les Français ne veulent pas travailler plus ou plus longtemps. Donc, comme vous l'avez très bien dit, le PIB français est en régression par rapport à tous ses voisins. Par habitant. Et nos charges sont de plus en plus importantes puisque la démographie fait que les inactifs sont de plus en plus nombreux et pèsent de plus en plus sur les actifs. Donc, si on ne change pas le système, si on ne remet pas les curseurs d'une façon différente, c'est vrai que la feuille de paye ne paye pas. Je m'adresse au chef d'entreprise Stéphane Manigol parce qu'on l'a vu sur 100 € bruts, vous qui payez 180 collaborateurs, donc 180 salariés, est-ce que quand vous augmentez un de vos salariés et il vient vous voir le lendemain en disant mais je comprends pas parce que j'ai que 47 € sur ma fiche de paie concrètement en plus? Oui, et puis sans compter le fait qu'il peut passer dans une tranche imposable où il va être imposé en plus. Donc c'est la double peine. C'est-à-dire que l'entreprise fait un effort substantiel pour augmenter péniblement un salarié et derrière ça suit pas. Donc le vrai sujet, et enfin les candidats à la présidentielle l'ont compris parce que de toute façon il y a une grogne populaire sur les salaires et les patrons s'y mettent aussi, et pas depuis hier. Moi ça fait plus de 2 ans que je dis qu'il faut augmenter massivement les salaires, et j'avais même eu une discussion, je me souviens, avec Fabien Roussel lorsqu'il avait proposé le SMIC à 1 600 €. Je lui dis il faudrait que vous soyez ministre du Travail, et il me dit oui mais ça va pas vous plaire parce que moi je vais mettre le SMIC à 1 600 €. Mais je dis mais chiche, mettons-le. Faites les calculs de ce que ça va coûter le SMIC à 1 600 €. Et en fait ils ne le font pas. Pourquoi les salariés ne sont pas à 1 600 € net? Parce que tout simplement, vous avez l'allègement Fillon. L'allègement Fillon va jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Donc la base aujourd'hui c'est 1 472 €. Si vous passez à 1 600 €, c'est 1 600 € fois 1,6. Donc vous avez d'autres personnes qui ont des salaires plus élevés qui vont rentrer dans cette niche Fillon, du plafonnement Fillon. Donc en réalité ça coûte 8 milliards dans les comptes publics que de passer le SMIC à 1 600 €. Voilà, la vérité elle est là. Moi je le dis aux salariés qui nous écoutent, si demain le SMIC il passe à 1 600 €, ça coûte 8 milliards à l'État. Eh bien allons-y, faisons-le, parce que les salariés n'en peuvent plus et il faut y aller plein gaz sur ce sujet. Alors encore une fois, on détaillera un petit peu plus tard les propositions des uns et des autres, mais vous vouliez réagir, Catherine André? Non, je... En tout cas, ce coût du travail, si je dois avoir une réaction, ce coût du travail, ensuite, c'est un problème majeur qu'on retrouve dans finalement beaucoup de mécanismes économiques. Souvent, on se dit qu'aujourd'hui en France, notre balance commerciale se dégrade, qu'on exporte de moins en moins de produits à l'étranger, que ce qu'on exporte est trop cher. Il faut aller chercher la réponse dans le coût du travail, parce que notre coût du travail est trop élevé en raison du poids de la protection sociale, et donc laisser le financement de la protection sociale sur le seul dos des salariés, ça n'est pas viable, et on se rend compte que ça devient d'ailleurs insoutenable, que
tous les candidats, même s'ils n'ont pas tous les mêmes recettes ensuite pour changer le mode de financement, se rendent compte et que ça alimente effectivement un ras-le-bol très important chez les salariés. Il y a une phrase qui nous a marqué. Et que ça désincite au travail. Exactement. Comme vous ne gagnez pas suffisamment, vous n'êtes pas poussé à faire forcément des heures supplémentaires, ou vous n'avez pas envie de travailler davantage. Vous faites un calcul. Est-ce que c'est vraiment rentable pour moi de faire quelques heures supplémentaires ? Si je suis chargé, ça ne l'est pas. Et puis il il y a le coût du carburant. Mettons-nous aussi à la place de tous celles et ceux qui font 40-50 km pour aller travailler. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les salariés ont l'impression de payer pour aller travailler, c'est-à-dire que c'est la double peine. C'est-à-dire que nous, patrons, si le salaire SMIC à 1460 €, on décide de donner un sérieux coup de pouce à un salarié, de lui donner 122 € de plus. 122 €, c'est très bien, mais ça va pas changer fondamentalement sa vie, mais ça va y participer, en tout cas, de la fin de mois, elle va être un peu plus loin que le 10 du mois. Eh bien, ça va nous coûter 300 €. Non, mais ça nous coûte 300 €, il n'y a que 122 € qui va dans la poche du salarié. Les chefs d'entreprise sont d'accord pour augmenter les salaires. Non, mais si on le diminue leur charge. Sinon, ça fait un coup net pour vous. Vous me diminuez de 10 € mes charges, ça va 10 € dans la poche du salarié. Vous me diminuez de 100 €, il y a 100 € qui vont dans la poche du salarié. Vous me diminuez de 500 €, il y a 500 € qui vont dans la poche du salarié. Mais il faut bien que quelqu'un paye cette diminution de charge. Donc, sur qui vous faites peser la diminution de charge ? Est-ce que c'est sur d'autres actifs plus aisés ? Est-ce que c'est sur les inactifs ? Est-ce que vous faites de la dette encore plus ? Vous avez un raisonnement, je pense, qui va payer cette augmentation. Moi, j'ai un raisonnement offensif, où je crois finalement que c'est une bonne chose et qu'il va y avoir des effets positifs. Et l'effet positif, c'est de donner de meilleures conditions à nos salariés. Investissons, essayons une fois d'investir sur le coût du travail et de dire, allez, on y va, on essaye, on teste, on voit ce que ça donne. Est-ce que les comptes publics vont s'écrouler ? Moi, je ne le pense pas. Le pays ira beaucoup mieux. La consommation va aller un tout petit peu mieux et les commerces de proximité, croyez-moi, ils iront mieux. Et en fait, si on faisait une étude d'impact sur des salariés qui gagnent mieux, je vous assure que ça irradie et tout le monde se porte mieux. L'économie par la demande, hein. Qui a déjà, qui n'a pas toujours été un succès. Avant de vous faire réagir, Julien Arnaud, il y a une phrase qui nous a marqué hier lors de ce débat en exclusivité sur LCI, c'est cette phrase d'Édouard Philippe qui a posé aussi le constat, parce qu'effectivement tout est lié dans la situation économique du pays et notamment sur ces salaires qui ne suivent plus, en tous les cas ce ressentiment des Français. Le constat est clair de la part du candidat Horizon. Aujourd'hui, pour doubler son niveau de vie, il ne faut plus quelques années, il ne faut plus une génération, mais il faut 2 générations. Écoutez Édouard Philippe, on en parle juste après. On considère que dans les années 50, un ouvrier français, ou en tout cas un salarié français qui était payé au salaire médian, c'est-à-dire il y a 50% au-dessus, 50% en dessous, salaire médian, en 15 ans, il doublait son niveau de vie. Ça, c'était le miracle des années 50. Très grande productivité. On considère que le même au salaire médian dans les années 90, s'il voulait doubler son niveau de vie, il fallait une vie de travail. Au bout d'une vie de travail, il pouvait avoir la chance d'avoir doublé son niveau de vie. La productivité est un petit peu plus faible, mais quand même, ça continue à progresser. Aujourd'hui, la même statistique nous montre que quelqu'un qui est au salaire médian, plus que le SMIC, au salaire médian, il doit mettre 2 vies de travail à doubler son pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est déjà désespérant pour celui qui est au salaire médian, mais que tous ceux qui sont en dessous, soyons clairs, non. Dans l'hypothèse où ils font toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils ne progressent pas, dans l'hypothèse où ils font toute leur vie calés au salaire médian ou calés au SMIC, aucune perspective de réelle ascension économique et sociale. Julien Arnaud, elle est là la situation aujourd'hui ? Alors elle est là la situation. Alors la conférence du professeur Philippe, elle est pas forcément très. C'est toujours la même chose, j'allais dire, avec Édouard Philippe. On est dans des exposés très professorales et je suis pas sûr que beaucoup de gens qui regardent le salaire médian, ce que c'est, où ça en est, etc. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que oui, on a un pouvoir d'achat qui est certainement beaucoup plus faible. Moi, ce que je voulais montrer, Catherine, tout à l'heure, vous parliez de ce billet de 100 € qui revenait dans la poche 53 €. Juste pour se rendre compte, si on remet ces euros en 1970, c'était 69 € qui allaient dans la poche du salarié.
69, en 70, 54 aujourd'hui en 2026. Donc effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Notamment, vous savez, il y a le poids de la protection sociale qui augmente, parce qu'on a une population qui vieillit, le poids des retraites, mais vous savez aussi qu'on n'arrive pas à faire des gains de productivité. Donc vous ne pouvez pas augmenter durablement les salaires si vous n'avez pas de gains de productivité dans votre économie. Or, dans les années 70, il y avait des gains de productivité. On était les fameux héritiers des 30 Glorieuses. Et là, aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc les salaires ne peuvent pas s'élever durablement. C'est-à-dire qu'il va falloir agir, il va falloir relancer la machine. Ça a été quand même coupé par les 35 heures. Attendez, laissez finir Julien Arnaud et après je vous donne la parole. Après je vous laisse et je m'en... non, ce qui est intéressant à regarder, c'est que ce pouvoir d'achat, et il va falloir mettre un certain nombre de mesures sur la table. Elles sont au cœur de cette campagne présidentielle. Moi, j'en ai pas vu forcément de nouvelles qui ont été abordées hier lors du débat sur LCI. Et la question, ça va être effectivement comment faire et qu'il y ait une adhésion. Car aujourd'hui, vous êtes pour beaucoup dans un sentiment économique, il est difficilement mesurable sur un certain nombre de critères. Certes, vous pouvez dire l'hôpital va pas, l'école ça marche pas, j'arrive pas à remplir mon frigo, etc. Mais sur quels critères ? Le PIB, c'est un excellent critère, comme le disait Catherine. Donc, au bout d'un moment, quand les gens vont voir qu'ils ont un appauvrissement, conséquence aujourd'hui, aspect économique, conséquence sociale, c'est le déclassement. Et là, nous sommes dans une perte de statut. C'est ça aujourd'hui les deux choses auxquelles sont confrontées beaucoup de personnes. Une classe moyenne, des cadres aussi. Et c'est un cercle vicieux, l'un pouvant entraîner l'autre ou l'un pouvant alimenter l'autre. Appauvrissement, déclassement. Donc il y a une réponse qui doit être apportée. Dans ce que j'ai entendu, j'ai pas vu grande solution. Mais surtout qu'il y a une solution qui n'a pas été abordée et qui sera sans doute après l'élection, parce que c'est la plus facile, c'est la fameuse TVA sociale. Exactement. Expliquons aux téléspectateurs ce que c'est. Alors vous savez quoi, on va en parler dans un instant justement. Vous avez fait justement la transition parfaite. Et j'aimerais bien en dire un mot du coup. Sylvie Pierre-Brossolette. Et je vais vous interroger juste après, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, juste avant ça, on va accueillir notre invité Henri Sterdignac. Vous êtes avec nous, merci d'être avec nous, installez-vous sur ce plateau. Vous êtes économiste, cofondateur de l'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjectures économiques et des économistes atterrés. Avant de faire un point sur toutes les propositions, prenons dans le détail cette première, donc celle de rapprocher donc le brut du net, c'est-à-dire de baisser les cotisations, baisser les charges patronales et salariales. C'est le retour de la fameuse TVA sociale, comme vous nous l'indiquez, Sylvie Pierre-Brossolette. Elle a été tant de fois annoncée, jamais concrétisée. Le MEDEF la propose, et même la gauche désormais, avec François Hollande. On va faire le point justement avec vous, Catherine André. On va se remettre au tableau et à l'écran pour nous expliquer un peu, parce qu'il s'agit donc d'agir sur la TVA pour financer une baisse des cotisations sociales, alors que la TVA, c'est un impôt extrêmement rentable. Et oui, impôt, c'est la première recette fiscale de l'État, la TVA, avec à peu près chaque année 200 milliards d'euros de recettes qui sont engendrées par cet impôt. Impôt sur la consommation, c'est ça, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. À chaque fois, en fait, que vous effectuez un acte d'achat, que vous allez dans une boutique, que vous achetez quelque chose, vous payez cette TVA, qui est donc payée par tout le monde, à la fois par les actifs et les inactifs, par exemple les retraités, les étudiants ou encore les touristes étrangers qui viennent acheter des choses en France. Eh bien, ils paient également la TVA. Et ce qu'il y a d'intéressant avec la TVA également, c'est qu'elle est payée sur les produits importés. Donc, vous engrangez des recettes fiscales grâce à cette TVA sur ces produits importés. On sait qu'il y a beaucoup d'importations, notamment de produits venus d'ailleurs. Et donc, c'est un moyen de financer le train de vie de l'État. Parce que si on regarde ces recettes de TVA, la moitié à peu près viennent financer donc le budget de la France, à peu près 35% du budget général de la France. Et puis l'autre moitié de ces recettes de TVA sont affectées aux organismes de sécurité sociale ou aux administrations publiques territoriales. Et justement, quand on parle de TVA sociale, de quoi parle-t-on ? Alors, TVA sociale, c'est vrai que les téléspectateurs et beaucoup de Français ont du mal à comprendre de quoi on parle. En fait, l'idée d'une TVA sociale, ce serait d'augmenter le taux de TVA pour affecter une partie de cette TVA au financement de notre protection sociale. Et on en revient à cette question parce qu'aujourd'hui, le financement de notre protection sociale repose essentiellement sur les cotisations sociales et patronales, sur donc le travail. Et l'idée, ce serait de transférer vers la consommation avec donc la possibilité
possibilité de faire contribuer davantage de monde. Aujourd'hui, on finance notre protection sociale sur le dos, entre guillemets, des salariés. Si on affectait une part supplémentaire de notre TVA, on ferait payer tout le monde, les inactifs, notamment les retraités, et tous ceux qui effectuent des actes d'achat en France. Et puis, on ferait aussi contribuer également les importations. Et pour terminer, c'est un impôt qui est extrêmement efficace, la TVA, parce que vous augmentez un point de TVA, c'est 7,5 milliards d'euros de recettes en plus. Certains disent qu'il faut passer du taux actuel qui est à 20% à 22%, ce qui permettrait de gagner 15 milliards d'euros de marge de manœuvre. Merci beaucoup Catherine André pour ce point complet. Henri Sterdignac, vous venez de nous rejoindre. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Grand Dossier, cofondateur de l'OFCE, je rappelle. La TVA sociale, ça peut être une des mesures, la solution peut-être même ? Non. Au moins c'est clair. On a un point de divergence. Pourquoi ? La TVA sociale, c'est un mythe. C'est-à-dire que les gens, en particulier les chefs d'entreprise, bizarrement, croient qu'il y a une différence entre les cotisations sociales employeurs et la TVA. En fait, il n'y a aucune différence. Si je baisse les cotisations sociales, mais en même temps j'augmente la TVA, vous ferez payer aux consommateurs exactement la même somme dans votre restaurant. Ce qu'on gagne, la baisse de prix qu'on pourrait avoir en baissant les cotisations employeurs, elle serait mangée par la TVA. Et par ailleurs, nous avons entendu malheureusement une idée fausse, c'est-à-dire l'idée que la TVA serait payée par les importations. Non, elle n'est pas payée par les importations. Elle est payée par des Français qui achètent des produits importés. Donc, on ne gagne rien. En tout cas, l'intermédiaire, effectivement. Ensuite, la question qui se pose, c'est que si on fait on baisse les cotisations sociales, on augmente la TVA, ça va augmenter le prix des produits importés, ça va créer de l'inflation, et la question qui se pose ensuite, c'est une fois qu'on aura cette inflation, est-ce qu'on indexe les retraites ou pas ? Est-ce qu'on indexe les salaires ou pas ? Et si la réponse est on indexe les salaires et on indexe les retraites, la mesure ne sert strictement à rien. Si je vous comprends bien, Henri Sterdignac, pour vous, c'est un déplacement de problème. Est-ce que vous êtes d'accord, Sylvie ? Non, moi je trouve que c'est une manière intelligente de régler une partie du problème, parce que en augmentant de 2 points la TVA, qui est 22%, c'est la moyenne européenne. Donc on arriverait à la moyenne européenne en mettant de côté les produits de première nécessité, pour épargner les plus démunis ou ceux qui ont les plus faibles revenus. On rappelle qu'il y a plusieurs taux aujourd'hui. Il y a plusieurs taux, il y a des taux à 5%. D'ailleurs, dans la proposition de Hollande, c'est de mettre à 0% même les produits de grande nécessité, etc. Donc là, on prélèverait, imaginons, 15 milliards, qu'on peut effectivement affecter soit à la baisse des cotisations patronales, soit à la baisse des cotisations salariales. Si c'est les cotisations salariales, ça fait du gain de pouvoir d'achat immédiatement pour le salarié. Si c'est les cotisations patronales, il faut dealer avec évidemment les patrons pour qu'ils augmentent d'autant les salaires. Et après, c'est vrai que c'est pas une mesure juste puisqu'elle s'applique à tout le monde, quel que soit le revenu, en dehors du fait qu'on mette un taux zéro pour les produits de grande nécessité, mais ça rapporte beaucoup. Et ça pourrait soulager le gouvernement, quelle que soit sa couleur, qui sera élu, parce que il y a ce mur de la dette. D'ailleurs, certaines personnes disent c'est même pas le pouvoir d'achat qu'il faudrait financer avec la TVA sociale, c'est notre abyssal trou budgétaire. Ça crée de l'inflation. Et qu'est-ce que vous faites ensuite ? Vous augmentez la TVA, admettons, ça augmente les prix. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes obligé, plus ou moins, d'augmenter les retraites et les salaires. Une fois que les salaires auront augmenté, vous aurez perdu de la compétitivité. La TVA sociale, on n'est pas obligé d'augmenter les retraites. C'est d'ailleurs l'éléphant dans la pièce. Tout le monde sait parfaitement qu'au lendemain de l'élection, la première mesure, ça sera de désindexer une grande partie des retraites. Alors, c'est pas encore fait. Ce qu'a déjà fait François Hollande quand il était président, ce qu'ont fait d'autres gouvernements sous d'autres cieux. Mais là, aujourd'hui, l'équilibre, l'Assemblée l'empêche. Absolument inévitable, vu la démographie que nous avons, les retraités, même si par ailleurs on fait payer plus les plus riches, les patrimoines, les successions, ça suffira jamais à lever une masse d'argent suffisante pour effectivement augmenter les salaires et combler le trou budgétaire.
comment vous trouvez 125 milliards, comme par exemple le dit Madame Le Pen, on a un consensus sur les 120 milliards qu'il faudrait trouver pour limiter le déficit, le rendre tolérable et qu'on ne soit pas emballé. Il va bien falloir le prélever quelque part quand même. Il faut quand même le dire, ça ne peut pas être totalement indolore. On peut être plus juste, plus malin, essayer que la machine économique ne soit pas abîmée, qu'on ne nous mette pas en récession avec trop de prélèvements, mais il va bien falloir prélever quelque part. Quand le gâteau n'augmente pas, quand on est à 1% de croissance, il n'y a pas beaucoup de choix. Cette TVA sociale, on a tous en tête l'expérience, le modèle allemand, qui lorsqu'il a mis en place, il y avait une inflation à 1% environ. Est-ce que pour vous, vous vous dites, ce risque inflationniste, il est réel et il aurait des conséquences hyper négatives, je vais dire? Oui. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Et un chef d'entreprise vous dit non. Le chef d'entreprise, tout à fait respectable. Simplement, le chef d'entreprise, si demain on lui dit la TVA c'est plus 20%, c'est 25%, automatiquement, il va vendre plus cher ses produits. Mais pas dans la même proportion, parce qu'il y a un jeu de la concurrence. Et vous savez bien que, quand même, je suis surprise que il y a l'offre et la demande, il y a le jeu de la concurrence. À un moment donné, certains vont absorber également une partie dans leur marge. Donc vous n'aurez pas une augmentation des prix dans la même proportion que l'augmentation de la TVA. Et c'est d'ailleurs ce que montrent les exemples à l'étranger, notamment en Allemagne. Alors posons la question. Pour que ça marche, pour que la TVA sociale marche, c'est qu'il faut dire clairement, on va augmenter les taux de TVA, mais on n'indexera pas les retraites et on n'indexera pas les salaires. Alors là, effectivement, ça peut marcher, mais ce n'est pas une mesure de pouvoir d'achat. Pour avoir des gains de compétitivité, il faut augmenter la TVA et bloquer les salaires. À ce moment-là, on a des gains de compétitivité. Mais si on augmente la TVA et si on augmente les salaires, on n'a aucun gain de compétitivité. Oui, mais la TVA, au moins, les retraités la payent. Alors attendez, je pose la question à Stéphane Manigol, l'œil du patron sur ce plateau. Est-ce que pour vous, la TVA sociale, c'est une bonne mesure? Est-ce que si, effectivement, comme le dit Henri Sterdignac, si la TVA passe de 20 à 22%, vous allez augmenter les salaires de 2%, et du coup, ça fera qu'il n'y aura pas forcément de gain au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je suis, dans un premier temps, très favorable à la TVA sociale. J'applaudis dès demain. Du reste, François Hollande va même assez loin. Il m'a estomaqué, pour être franc. TVA sociale 24%. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive? On rappelle qu'il l'avait annulé parce que c'était une proposition qui avait été faite par Nicolas Sarkozy en 2007. Il l'avait abrogé en 2012 lorsqu'il était arrivé. Je ne veux pas citer le célèbre proverbe, mais il est en plein dedans. Donc c'est une bonne chose. C'est même étonnant qu'il n'y ait eu aucune réaction. Le Point, nous avons fait notre couverture sur François Hollande, et c'est dans le Point qu'il a révélé cette mesure de TVA sociale. Il y a quelques années, ça aurait fait pousser des hauts cris. J'aimerais juste faire la pédagogie. Jean-Louis Borloo faisant une gaffe le soir du premier tour des élections législatives en 2007, eh bien la droite a perdu 30 sièges à cause de cette gaffe de perspective de TVA sociale. Et là, voilà-t-il pas que François Hollande la propose et sans que personne ne reçoive. On évoquera la conséquence politique, effectivement, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça va changer la vie des Français. Bon, déjà, on va faire un tout petit peu de pédagogie sur la TVA, parce que on dit tout et n'importe quoi. Il y a 4 taux de TVA en France. Le premier, c'est le plus fort, c'est la TVA à 20%. Celle dont on parle. Celle qui peut augmenter. Celle que tout le monde paye. Voilà. C'est le taux normal, c'est la majorité des biens et services. On n'est pas sur l'alimentation, on est sur les biens et services. Donc 20 points, celle-ci passera à 24%, donc 4% de plus. Mais 4% de plus, c'est pas 4% sur les prix, c'est 3,33%. C'est pas la même chose. Quand vous avez un prix hors taxe à 100 €, la TVA à 20, ça vous l'amène à 120 €. La TVA à 24, ça vous l'amène à 124 €. L'augmentation est de 4 € sur les 120. Donc ça fait 3,33% d'augmentation, pas 4%. Ensuite, le mécanisme suivant, le deuxième taux de TVA, c'est 10%. Là, on est dans mon secteur, la restauration, l'hôtellerie, les transports, certains travaux de rénovation, les médicaments non remboursables. Voilà, là on est dans la catégorie qui finalement est la grande masse, en tout cas une partie de la grande masse de la consommation des Français. Et donc ça, c'est pas touché. Ensuite, vous avez l'hypermasse, celle à 5,5. Ça, ce sont tous les produits d'alimentation, les livres, la protection hygiénique, les équipements pour personnes à mobilité réduite, certains travaux de rénovation énergétique, etc., etc. Donc là, on est sur une TVA 5,5. Là encore, elle touche pas le quotidien des Français, donc elle touche pas le pouvoir d'achat, contrairement à ce que j'entends de l'autre côté. Et enfin, le dernier taux de TVA le plus bas, celui à 2,1, qui est
principalement sur les médicaments remboursés, la presse, c'est une bonne chose, et quelques cas très spécifiques lorsque l'on décide, par exemple, comme la Belgique le fait, de mettre un taux hyper réduit sur les aménagements automobiles des véhicules pour les personnes handicapées. Voilà. Donc, la vérité, c'est que quand on regarde les chiffres, l'Allemagne, en 2007, lorsqu'elle a augmenté sa TVA de 16% à 19%, inflation 1%. Oui. Faut arrêter de faire peur aux gens. Je n'aime pas ces extrêmes. Pardon, pas vous, mais en tout cas les extrêmes, que ce soit Marine Le Pen ou Mélenchon, qui disent on va tuer le pouvoir d'achat des Français. C'est faux, c'est un mensonge. Moi, ce que je souhaite, c'est effectivement 4 points de plus sur la TVA à 20% et 6,5% d'allègement sur les cotisations sociales des salariés, ce qui fait qu'on arrivera à un SMIC à 1 600 €. Vous voyez, c'est tout simple. Mais ça coûte, vous avez raison, il y a un déficit de 15 milliards. Va falloir encore aller chercher 15 milliards. Et comment chercher 15 milliards ? Eh bien, en arrêtant d'oublier que le mot TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Et il faut faire le ménage sur tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée et qui est dans une TVA 5,5 qui devrait être à 20 et demain 24. Exemple, j'adore cet exemple. Le pot de Nutella, c'est pas un produit de première nécessité, il a 5,5. Le passer à 20, ça changera pas la face du monde. Par contre, le dentifrice qui permet de prévoir les caries et la prévention des caries, qui est une utilité absolue, qui est aujourd'hui à 20, celui-là, vous le passez à 5,5. C'est du bon sens, Stéphane. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La première chose à faire, c'est le taux de TVA sur les hôtels, cafés, restaurants, qui est à 10 et qui, évidemment, devrait passer à 20. Pas pour tous. Mais pour tous. Non, pour les McDonald's, les fast-food, oui, il n'y a pas de valeur ajoutée. Votre calcul, oui, qui est très gentil, a deux petits défauts. Premièrement, effectivement, si vous augmentez la TVA sur un nombre très limité de biens, du coup, vous aurez très peu d'argent pour baisser les cotisations sociales. Et deuxièmement, il est strictement impossible de baisser les cotisations sociales salariées, car les cotisations sociales salariées aujourd'hui ne financent que la retraite, et la retraite, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, doit être financée par des cotisations sociales. Alors on le fera sur toute la masse salariale, si vous voulez. On le fera sur toute la masse salariale, la baisse de 6,5. En tout cas, on va avancer un petit peu dans le débat avant d'évoquer une autre proposition, celle qui s'agirait de taxer davantage les héritages. Un mot plutôt politique sur ce sujet, parce que Julien Arnaud, ce qui nous a quand même étonné, c'est que cette proposition-là, elle vient notamment de la gauche et de François Hollande, on l'avait dit. Quelqu'un qui avait notamment, ou effectivement Sylvie Pierre-Brossolette, mais... c'était lui qui l'avait abrogé en 2012. Ouais. Ça a changé. Il y a un verrou qui a sauté à gauche, en tout cas, sur ce sujet. C'est devenu l'impôt à la mode. On a laissé tomber l'idée de l'impôt sur la fortune parce que c'est très très compliqué, parce que les principales grandes fortunes sont des gens qui possèdent des grandes entreprises. Donc on tourne en rond, c'est très très difficile. Ça, même si on remettait un impôt sur la fortune sur les particuliers, ça rapporterait 3, 4, 5 milliards avec la limite du Conseil constitutionnel. Donc c'est pas une solution. Donc ils disent, est-ce qu'on peut trouver l'argent ? Les grandes successions. Alors ça, c'est devenu maintenant le nouveau mythe, même si c'est pas populaire, alors que ça concerne personne, ça doit concerner 0,01% de la population, les très grandes successions, mais ça fait peur à tout le monde en disant, oh là là, ce que j'aurais gagné dans ma vie, je vais pas pouvoir le donner à mes enfants ou mes petits-enfants, et donc c'est intuitivement un impôt impopulaire, alors que c'est vrai que ça pourrait rapporter gros, mais vous savez que les gens qui ont beaucoup d'argent comme ça, ils sont aussi très mobiles. Et donc par exemple en Italie, il y a maintenant 1000 ans, il y a tout un quartier de gens exilés qui se protègent contre l'impôt de différents pays, et des Français, s'ils devaient être touchés sur les successions, je suis sûr que ça ferait un mouvement pour les très 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 grandes fortunes vers l'extérieur. Malheureusement, les capitaux de ce genre, c'est devenu international et c'est mobile. C'est peut-être une bonne idée sur le papier, mais ça rapportera rien à la fin parce que les gens s'en iront. Alors, écoutons la proposition de Raphaël Glucksmann sur cette question des héritages, donc, parce qu'on a amorcé le débat là-dessus. Raphaël Glucksmann, le candidat Place Publique, lui propose de taxer les 1% des plus gros héritages. Alors, il s'agirait des héritages qui sont vraiment très très hauts, parce qu'on rappelle que quand même qu'il y a près de, je ne sais plus combien le chiffre, il y a beaucoup d'héritages qui n'est pas taxé aujourd'hui. Il y a 85% des héritiers donc qui là, ne sont pas concernés par les droits de succession parce qu'on est en dessous. Exactement, les très très gros héritages. Et pourquoi il dit ça, Raphaël Glucksmann ? Parce que selon lui, cette France d'aujourd'hui, cette société, il parle même d'héritocratie. Écoutons Raphaël Glucksmann. On ne peut pas laisser une héritocratie s'installer sans contribution au bien collectif.
On est en train, aujourd'hui, de redevenir une société de privilèges. Ça crée une instabilité totale. Dans les sociétés d'Ancien Régime, quand les choses sont figées, quand les inégalités se transmettent de génération en génération et s'ossifient, derrière, ça produit la crise politique. Henri Sterdignac, est-ce qu'aujourd'hui on est effectivement en méritocratie ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut distinguer deux points qui sont relativement différents. Il y a d'une part les très grandes entreprises. Les très grandes entreprises, le patron meurt, c'est les enfants qui prennent la suite. Souvent, parfois les enfants sont très compétents, parfois ils sont complètement incompétents. C'est de la méritocratie. Il y a d'un côté Bouygues et de l'autre côté Lagardère. C'est pas la même chose, quelqu'un qui est compétent et quelqu'un qui, en peu de temps, détruit complètement ce qu'avait fait son père. Donc ça, c'est les très grandes entreprises. Et puis Lagardère. Là, vous parlez de Lagardère. Non, je parle de Lagardère. Oui, c'est un exemple, au contraire, de réussite. Important de préciser. Non, mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, il y a un second point, c'est dans les classes moyennes supérieures. Oui, effectivement, quand vous êtes issu de parents riches, vous avez bénéficié du fait que vous pouvez faire facilement vos études, vous avez du capital humain, du capital relationnel, les parents vous aident à vous installer, vous payent votre logement et vous êtes beaucoup plus riche. Vous avez un niveau de vie très supérieur à celui de la personne qui travaille dans la même boîte, mais qui, lui, n'a pas eu cette chance. Et donc, c'est quand même important à ce niveau-là, pour les classes moyennes supérieures, on augmente un peu la taxation de l'héritage, parce que sinon, effectivement, avec l'augmentation du prix des logements, avec l'augmentation des cours de bourse, ce que rapporte l'héritage devient beaucoup plus important dans certains cas que ce que peut rapporter le travail. On découvre les inégalités. Il y a un siècle, c'était bien pire. Le taux de... Mais dans les années 70, c'était mieux. Oui, c'était mieux. Il y avait de la croissance. Il y avait de la croissance. Quand votre gâteau n'augmente pas, effectivement, là, les inégalités deviennent insupportables. Quand personne n'a sa chance de percer, d'accumuler, de croître, et ça devient intolérable, d'où la tentation, effectivement, de prélever. Mais c'est un réflexe très français. Dès qu'on a un problème, on prélève. Au lieu de favoriser la croissance des entreprises, d'enlever toutes les normes. Alors, j'ai entendu dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de propositions pour mettre là aussi au feu, pas simplement les dettes, mais les normes. Oui. Donc peut-être comme que ça incitera... C'était un dossier nouveau. Oui, voilà. C'est comme la fraude sociale. Pour inciter les entreprises, le serpent de mer, le serpent de mer, c'est pareil pour inciter les entreprises à produire plus, à distribuer plus, etc. Mais la France est déjà très redistributive. On est le pays qui redistribue le plus après impôt. Donc on peut toujours augmenter l'impôt sur les successions. La tranche maximale est déjà à 45% pour les héritages élevés. Donc ça fait déjà beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. On peut toujours augmenter. Autour de l'héritage, c'est lié. Quand on parle des riches, super riches qu'on veut taxer, il y a toujours un fantasme aussi, et c'est très français, de savoir ce qu'il y a, ce qu'on met, ce que ça rapporte, etc. Donc c'est vrai que ça cristallise beaucoup les débats. C'était déjà le cas au cours, je regardais de la présidentielle la dernière, en 2022, on avait beaucoup parlé de l'héritage, des impôts de succession, etc. On l'a vu lors du débat budgétaire aussi à l'automne dernier, c'était sur la table. Effectivement, tout ce qui est soumis à impôt héritage, ça rapporte et ça va continuer à rapporter un certain nombre d'argent. Je lisais, en 2025, 464 milliards d'euros transmis par héritage. En 2040, on estime à près de 700 milliards d'euros donc transmis par héritage. Et en même temps, parce qu'il y a un et en même temps, et quand je vous parlais de fantasme, c'est le chiffre qu'avançait Catherine, entre 85 et... C'est un taux d'imposition moyen de 5%, qui est très faible par rapport au taux d'imposition moyen sur les salaires, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plutôt de l'ordre de 50%. Et factuellement, il y a quand même un problème, c'est qu'on est en train de basculer de nouveau, en tout cas on se dirige vers une société
malgré tout de rentiers. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le patrimoine total, il y en a 60% de cette richesse est héritée. Vous avez 40% maintenant de cette richesse qui est obtenue par le travail. Donc on ne s'enrichit plus par le travail, on s'enrichit en héritant. Or, dans les années 70, c'était 30% la proportion de l'héritage. Et le problème, c'est que, vous avez raison, si vous taxez les héritages, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont partir ailleurs. Il y a eu une taxe, notamment, vous savez, sur les yachts en France. Qu'ont fait les milliardaires ? Ils ont mis leurs yachts en Italie et finalement, cette taxe, elle n'a rien rapporté. Mais est-ce qu'il faut un peu faire varier les taux ? Un petit peu revoir la taxation malgré tout ? Sans doute, il y a quand même du travail à faire de ce côté-là. Mais pourquoi on a basculé ? Pourquoi on est en train de basculer dans une société de rentiers ? Parce que oui, il y a eu des cours de bourse qui ont favorisé justement l'enrichissement. Il y a eu les prix de l'immobilier, mais parce qu'on en revient, le travail ne paie plus suffisamment aujourd'hui en France. On a un problème de production en France, on a un problème de gain de productivité. Donc à la fois, on peut se dire, oui, on va revoir la taxation sur les successions, mais ça serait un instrument pour peut-être revaloriser le travail. Mais c'est pas une fin en soi. Il n'y a pas de cagnotte complètement cachée qui nous permettrait de lever tous les problèmes français. Il faut avant tout revaloriser le travail. Oui, mais une façon de le revaloriser, par exemple, c'est aussi le fait de travailler plus ou plus longtemps, qui permettrait de diminuer le poids des retraites. Et si on fait ça, évidemment, ça dessert les taux et ça donne du coup du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. Il y a quelque chose de très paradoxal de la part des Français qui veulent, on peut les comprendre, plus de pouvoir d'achat, mais en même temps, ils veulent moins travailler. Et quand on leur explique que dans tout le reste de l'Europe, tout le monde travaille un peu plus longtemps et même beaucoup plus, pendant la vie déjà travaillée et au-delà, ils disent non, on doit pouvoir se débrouiller autrement, c'est pas possible, ils ne veulent pas. Peut-être parce que justement, ils se sentent pas très bien payés. Mais enfin, du coup, le serpent se mord la queue. On n'arrive pas à sortir de cette situation parce qu'en fait, il faudrait s'aligner un peu sur nos voisins pour améliorer la situation. Henri Sterdyniak, d'après ce que j'entends, vous êtes plutôt pour davantage de taxation des héritages. Comment on fait ? Jusqu'où on va ? Est-ce qu'on fait comme la France Insoumise qui propose à partir de 12 millions d'euros, on prend tout ? Est-ce qu'on augmente un petit peu la dernière marge ? Quelle est votre proposition, entre guillemets ? Je sais que vous n'êtes pas candidat, mais... Vous savez, il y a deux choses. Il y a taxer un peu plus les très grandes fortunes, sachant que ces très grandes fortunes, c'est des entreprises, et donc l'argent qu'on peut récupérer, on ne peut pas l'utiliser pour consommer, il faut le garder dans les entreprises. Donc, ça veut dire que les grandes entreprises, elles payeront en actions de leur entreprise. Et puis ensuite, il faut supprimer un certain nombre de niches fiscales. Et là, ça devient horrible, parce qu'il faut s'attaquer aux privilèges de l'assurance vie. Il faut s'attaquer au fait que lorsque on meurt, toutes les plus-values qu'on a pu faire sont détaxées. Donc il faut récupérer les plus-values sur l'immobilier et sur le mobilier. Il faut s'attaquer à un certain nombre de niches fiscales qui favorisent les classes moyennes supérieures et surtout les gens qui réussissent à préparer leur succession. Car il y a deux sortes de gens. Dans les classes populaires, on ne fait pas attention et on se retrouve à devoir payer des taxes de succession relativement élevées, mais quand vous êtes un peu plus riche, vous allez voir un spécialiste qui vous prépare votre succession à l'avance, qui démembre vos propriétés, qui vous fait faire de la donation-partage, et les enfants ne payent pratiquement rien. Oui, mais vous payez quand vous faites ça. On paye beaucoup moins. Henri Sterdyniak parlait des entreprises. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le pacte Dutreil aujourd'hui en France qui existe. On rappelle que c'est une exonération à 75% de la donation d'une entreprise lorsqu'elle est intrafamiliale. Si ce pacte Dutreil venait être raboté, entre guillemets, ce serait un risque pour les entreprises aujourd'hui ou pas ? Moi, j'aime pas cet instinct politique primaire qui consiste à dire regardez, si vous allez mal, c'est à cause de l'autre. C'est vraiment des instincts primaires détestables et l'histoire a montré que c'était pas forcément le bon chemin. Le bon chemin, c'est d'observer la collecte totale, comment c'est dépensé, rationaliser, vérifier que les taux de TVA sont les bons et pas mal placés pour tel ou tel lobby, y compris celui de la restauration. Je me mets dedans, vous savez, taxer demain les fast-food rien que sur une enseigne connue que je cite souvent, McDonald's, c'est 650 millions d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État.
une société qui a seulement 1300 restaurants en France, enfin ce qu'ils appellent restaurants. Donc, vous voyez, c'est 650 millions d'euros. Donc, à un moment, quand une entreprise comme celle-ci est concernée par une mesure qui va impacter de 650 millions, on peut mettre 200 millions pour faire du lobbying, pour faire tomber la mesure, et ils y arriveront, ils y arrivent. Donc, si vous voulez, moi, j'aime pas cet instinct primaire qui dit on va taxer. Mais taxer pourquoi, finalement ? Est-ce que demain, si on me dit, voilà, on va faire ça, ça va changer la vie des gens. Mais moi, je dis, bravo, on y va. Mais c'est pas ce que disent les politiques, c'est pas ce que dit Mélenchon. Mélenchon, il dit, il faut taxer les risques, il faut faire la peau à ces nuisibles, parce que vous allez voir, c'est des instincts primaires, finalement. Il dit pas que la vie des gens va changer. Il dit pas celui qui n'arrive pas à remplir son caddie, celui qui n'arrive pas à faire ses courses, celui qui n'arrive pas à faire son plein, lui, grâce à ça, il va pouvoir le faire. Mais si c'était la vérité, franchement, je serais le premier à dire, mais monsieur Mélenchon, vous avez raison. Moi, ce que je souhaite, ce n'est pas des instincts primaires les uns contre les autres de cette société qui est fracturée, les grandes villes versus les villages. Je ne veux pas de cette société. Je veux d'une société où lorsque l'on fait une proposition, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça va fondamentalement changer la vie des autres ? Sinon, vous taxez, mais sinon vous fracturez la société et franchement, elle est suffisamment fracturée. Non, on a quand même un problème. C'est ces 120 milliards absolument à trouver. Si sinon, la dette s'emballe. Bon, ça, c'est pour tout le monde. Et donc, il va bien falloir prélever. Alors, il y a des gens un peu plus raisonnables qui disent voilà, économisons, diminuons un peu le train de vie de certaines choses, de certaines personnes, les retraités qui sont c'est pas des milliardaires, les pauvres, mais ils sont quand même mieux traités que nos voisins. Ils peuvent peut-être participer un peu plus à l'effort. Les riches peut-être aussi, mais il faut quand même ne pas désigner de coupables. C'est pas des coupables. La pression fiscale n'a pas arrêté d'augmenter dans ce pays et la précarité n'a pas arrêté d'augmenter. À un moment, c'est que le logiciel il marche pas. On va pas sortir les vieilles recettes. C'est ce que je dis. Les prélèvements obligatoires sont au maximum. C'est vrai. Voilà. Donc et la précarité au maximum. Mais si on a une dette. Donc il y a 120 milliards à trouver. Il n'y a malheureusement pas d'autre moyen que de dépenser moins ou de taxer plus. Et dépenser moins, c'est quand même avoir moins d'argent dans votre poche. Qu'on vous le prenne par les impôts ou qu'on vous dise vous allez dépenser moins. Il y a 120 milliards à trouver. Et il faut les répartir le plus justement possible et après repartir d'un bon pied. Mais il y a cette espèce de dette qui d'ailleurs gêne tous les candidats parce qu'ils ne peuvent pas faire les promesses d'antan. Exactement, Catherine André. Je rejoins Sylvie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre déficit est tellement abyssal, on n'arrive pas à le résorber et donc notre dette continue de s'emballer que de toute façon on ne pourra pas se contenter de petits efforts. Tout le monde va devoir contribuer à ces efforts et donc c'est vrai que la pression fiscale est maximale, mais quand on parle d'augmenter la TVA, on augmente malgré tout. Il va falloir mettre tout le monde à contribution, les plus riches, les retraités et ceux qui laissent penser qu'il n'y aura pas de sacrifice, qu'on peut éviter des sacrifices pour certains, c'est faux. Il y aura des sacrifices pour tout le monde et plus on recule cette échéance, plus ce sera difficile, plus la potion sera amère. Mais oui, des sacrifices vont être demandés à tous les Français, retraités, consommateurs, riches, moins riches. C'est malheureux, mais notre situation budgétaire aujourd'hui ne permet pas d'autre solution qu'une contribution générale par des économies et par une augmentation malheureusement des taxes. Les 120 milliards dont on avance. Les 120 milliards dont vous parlez, il est lié à quoi ? Il est lié à un déficit commercial, de recettes, tout ce qu'on veut, la croissance. C'est notre protection sociale. Oui, mais accumulé, on a fait de la dette pour pouvoir... Je vais vous donner l'exemple post-Covid où les robinets se sont fermés massivement, les gens ne consommaient pas. Lorsque ça s'est ouvert, nous, on a embauché avec des augmentations de salaire de dingue, parce qu'on avait une offre de dingue, et donc les salaires, c'était plus 1, plus 15, plus 30. Le secteur de la restauration, c'est celui qui a distribué le plus de primes Macron, c'est 750 millions de primes Macron distribuées aux salariés en 2021 et 2022. Donc c'est conséquent. Ça veut dire que le coût du travail qu'on parle tous ensemble, il est lié à quoi ? Il est lié à une absence de chiffre d'affaires, ou en tout cas un chiffre d'affaires qui baisse. Quand le chiffre d'affaires il baisse, le coût du travail devient un vrai problème. Et donc, en fait, on a comme solution, nous les patrons disent faut baisser le coût du travail, et puis les autres disent faut taxer plus parce qu'on rentre moins d'argent. Et finalement, les recettes elles ne fonctionnent pas parce que c'est un cocktail toxique. Ce que je souhaite, c'est que évidemment le coût du travail est un vrai sujet, mais il faut augmenter la consommation, il faut augmenter la production, et pour ça, ça veut dire redistribuer mieux
et revoir comment on distribue. Moi, je propose vraiment ce revenu universel du travail à tous ceux qui travaillent, 1 000 € tous les mois, on tape 360 milliards dans les aides sociales, on le redonne aux gens, tout ce pognon d'un collecté, on dit, faites ce que vous voulez avec. Voilà, Stéphane Mayol qui déclare sa candidature en direct sur LCI. Ce soir, on va élargir la focale. On va élargir la focale parce qu'on sent bien quand je vous écoute ici et là depuis tout à l'heure qu'au fond, le vrai débat, c'est également la place du travail dans notre société aujourd'hui, pour l'avenir de notre économie aujourd'hui en France. Est-ce que la situation économique du pays et des Français s'amélioreront si les Français travaillent davantage? Et c'est notamment l'idée qui est défendue par la droite, par Bruno Retailleau. Écoutons Bruno Retailleau hier justement à cette question. Il explique aujourd'hui que les Français travaillent moins que leurs voisins. Écoutez. Parce qu'on n'arrivera pas à traiter le problème de la dette sans avoir et mettre plus de travail dans l'économie. Il nous manque 3 semaines par rapport aux Européens dans une année. Il nous manque 3 années dans une vie. 3 semaines de travail en moins par rapport à nos voisins. Il a raison, Bruno Retailleau. Je regardais le nombre des heures travaillées en France en 2024. 666 heures en France, 724 en Allemagne, 776 pour la moyenne de l'Union européenne. On est à plus de 850 aux États-Unis. Il y a un écart de 16% avec les autres pays européens, entre la France et d'autres pays européens. Donc factuellement, oui, on travaille moins. Vous avez raison, le vrai sujet, alors la place du travail, et j'irai même au-delà, la valeur travail. Depuis des années, les politiques, tous bords, on a construit, c'est un choix de société, on a construit autour d'une, je trouve, le temps des loisirs, le temps j'allais presque dire du temps libre, etc., qui était mis en avant au-delà du travail. Ça venait après. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que oui, le travail c'est important, oui, le travail c'est ce qu'il nous faut vivre. Alors quand vous dites ça, vous passez pour un vieux réac en disant ah bah oui, mais il faut penser notre vie d'à côté, etc. Oui, mais malheureusement, à un moment donné, la place du travail, le travail, il est important, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait remplir le frigo, c'est pas le reste. Donc oui, il y a une vraie, et c'est pas simplement une valeur de droite comme ça a souvent été dit. D'ailleurs, la valeur travail, au début, elle était à gauche. La valeur travail, c'est une idée marxiste. Oui, exactement, c'est pour ça. Communiste, effectivement. C'est ce que je dis. C'est pas du tout une idée de droite. Je veux dire, l'idée que le travail n'a pas d'importance, peut-être que dans certains milieux intellectuels, etc. Mais au niveau des classes populaires, ça tient pas, quoi. Au niveau les gens dans les classes populaires, ils veulent un boulot. Ils veulent pas de l'assistance. Ils veulent un boulot. Mais j'ai pas dit le contraire du tout. Mais ils veulent pas le faire un peu plus longtemps. Ça, ils étaient dans la rue pour cette réforme Borne qui nous mettait en dessous de la moyenne européenne, 64 ans. Les autres ont déjà dépassé depuis belle lurette. Donc, on travaille moins par an, on travaille moins sur une vie, et ce qu'on rattrapait il y a une vingtaine d'années avec des progrès de productivité, on travaillait très vite, moins d'heures, mais plus vite et mieux, plus on était plus malin que les autres. Et ben maintenant, ça s'est tassé, les autres se sont mis à travailler un peu plus vite, etc. Ouais. Et donc on a un déficit de productivité et des gens qui ne veulent pas travailler plus et plus longtemps, alors que il faut évidemment augmenter la part du travail, ce qui nous réglerait une grande partie du problème. Si vous lisez les journaux de temps en temps, vous verrez que... Au moins le point. Peut-être, je sais pas si c'est le point qu'il faut lire justement. Vous verrez que dans des tas de villes, il y a des usines qui ferment. Et il y a des travailleurs qui se battent pour conserver leur travail, pour conserver leurs usines. Oui, alors ne venez pas dire à ces gens la valeur travail n'a pas d'importance, etc. Allez dire aux travailleurs de Duralex que le travail n'a pas d'importance. Et ne vous érigez pas, vous non plus, un héros de la classe populaire. Mais je ne m'érige pas en héros. Mais si, vous avez l'impression par rapport à nous tous. Non. Vous faites un discours qui oublie il y a une situation de l'industrie française qui a eu un choix des classes dirigeantes françaises. On en parle tous les jours ici sur LCI. On va délocaliser et que le problème, c'est quand même. Et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus sur le fait que ce qui est important aujourd'hui et ce qui devrait être la priorité de tous les candidats, et peut-être que ça le sera, c'est d'avoir de l'industrie en France. C'est ça notre priorité. Mais pardon, la valeur travail chez les gens, quand vous discutez dans la rue avec n'importe quelle classe, eh ben on va pas vous dire que ce qu'il faut faire en premier ou ce qu'il faut dans la chose dans laquelle il faut s'investir, c'est le travail. Pardon, mais non. Je suis désolé, je vois pas. Pas dans beaucoup. Non. Je suis désolé, je connais aucune personne qui ne s'identifie pas à son travail, qui se dit moi je suis serrurier et je suis content d'être serrurier, je fais bien mon boulot. Mais je vous ai pas dit ça. Et personne ne dit moi je suis content parce que le soir je vais au cinéma. Tout le monde s'identifie à son boulot. Monsieur là, il est
il s'identifie à son boulot. Tout le monde en France s'identifie à son boulot. Ne dites pas que la valeur travail n'existe pas. Oui, mais ce boulot-là, ils ne veulent pas le faire plus longtemps. Ils veulent le faire dans certaines Catherine André, est-ce qu'aujourd'hui, parce que le débat, il évolue, c'est très intéressant, parce qu'on était davantage sur les réformes paramétriques, je voulais vous interroger sur comment faire pour travailler plus, mais au fond, il est philosophique ce soir. Mais bien évidemment. Est-ce qu'il y a un problème sur la valeur travail en France, Catherine ? Et sur la France de l'effort, ben oui. Il y a, moi, à titre personnel, je pense que les 35 heures ont fait beaucoup de mal. On a laissé penser que le progrès, c'était forcément de travailler moins. On serait à 39 heures ou 38 heures d'heures réglementaires. Sans doute qu'on aurait aujourd'hui moins de difficultés. Mais malgré tout... il me semble que c'est pas que les actifs ne travaillent pas assez aujourd'hui, la problématique. C'est qu'il n'y a pas assez de monde qui travaille. Il n'y a pas assez de jeunes, il n'y a pas assez de seniors en activité. Et on ne peut pas... c'est-à-dire que les Français, ils veulent tout et leur contraire. Ils veulent un pouvoir d'achat qui augmente, donc ils veulent être mieux payés, mais ils veulent pas partir plus tard à la retraite. Et là, je vous rejoins, ça n'est pas possible. Si vous voulez un pouvoir d'achat qui progresse, il va falloir travailler plus longtemps. Nous avons un problème de consentement à l'effort en France, à une forme de sacrifice aussi pour les générations futures. Et ça... Henri, vous ne pouvez pas, en tant qu'économiste, ne pas dire que pour augmenter le gâteau, il faut travailler plus longtemps. Je dirais, c'est un mur démographique. Au-delà de la retraite, juste dans cette durée de travail, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire davantage, Henri Sardignac ? Mais oui. Non, notre déficit de travail est actuellement centré sur les plus de 60 ans, même les plus de 62 ans. On a fait des très grands efforts. On a une tendance à la hausse du taux d'emploi des 60-64 ans qui est tout à fait satisfaisante. Et on a un autre problème qui est l'emploi des jeunes, qui est que les jeunes les jeunes tardent à rentrer dans les entreprises, que les entreprises ont des réticences à embaucher des jeunes. Et puis, il faut dire aussi, c'est un choix social. Il y a des jeunes qui préfèrent continuer leurs études plutôt que prendre rapidement un boulot. Voyez, on se rejoint sur la réponse de Sylvie Carbosolette et Stéphane Manigol. Vous dites que les seniors, ça s'améliore, c'est vrai, mais c'est encore très déficitaire par rapport aux autres pays. Et la seule manière qu'on a trouvée jusqu'ici de faire travailler plus longtemps les seniors, c'est de reculer l'âge de la retraite. Parce qu'à chaque fois, du coup, ça décale tout, les départs anticipés, les retraites anticipées, les arrangements. Et ça, c'est pour ça que c'est très très important de reculer l'âge légal de la retraite. Ça permet aux seniors de rester plus longtemps dans l'entreprise et aux chefs d'entreprise de pas les écarter. Parce que sinon, plus on avance l'âge de la retraite, ça a tout à fait un effet sur l'emploi interne à l'entreprise. Et les jeunes, c'est vrai qu'on pourrait un peu plus les inciter à prendre un boulot. Et comme vous dites, il y en a qui sont... Après, les jeunes, honnêtement, ils paient lourd ces temps-ci. Ils paient lourd déjà pour la dette, ils paient lourd l'apprentissage, les aides à l'apprentissage, le chômage des jeunes qui augmente, les jeunes qui sont laissés sur le carreau. On a un problème de formation en France, on a un problème à l'école. L'école, c'est catastrophique aujourd'hui, mais comme on met tout l'argent sur la protection sociale et qu'il ne reste pas grand-chose pour l'éducation, là, c'est un problème de choix de société. Une société qui privilégie les retraités à défaut des jeunes. Stéphane Manigol, avant d'élargir le débat vraiment sur le côté des retraites, parce qu'on entendra les propositions des uns et des autres tout à l'heure, mais sur la valeur travail, notamment aussi peut-être pour motiver davantage les personnes à travailler. Je ne parle pas forcément des seniors ou des plus jeunes. Bruno Retailleau proposait tout à l'heure, il l'a réindiqué, la baisse, carrément la fin des cotisations sociales dont on a beaucoup parlé dans cette émission à partir de la 36e heure de travail. Est-ce que pour vous, c'est une mesure qui pourrait motiver davantage les personnes à travailler davantage et aller plus loin que les 36 heures, 37 heures, 38 heures ? Il est clair qu'il faut décadenasser le sujet de ceux qui veulent et peuvent travailler plus. Parce que vous avez plein de facteurs, vos enfants, l'école, vous avez 1 milliard de facteurs qui font que vous ne pouvez pas, la santé, votre capacité, etc. Il y a plein de facteurs. Mais ceux qui peuvent, eh bien oui, il faut décadenasser ce sujet, il faut sortir des dogmes. Vous voyez, on parlait du SMIC à 1 600 €, on peut peut-être trouver un chemin entre le patronat et les salariés en disant, ok, le SMIC à 1 600 €, mais à 37 heures. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut... chacun fait un pas, que ce soit les patrons
et les salariés, parce qu'on a tous conscience que si les salariés ne gagnent pas plus, eh bien l'économie les commerces de proximité vont péricliter, et c'est une chaîne. Donc ce qui est important, c'est que finalement le pouvoir d'achat augmente. Maintenant, sur les Français entre guillemets ne travaillent pas assez, je trouve que Bruno Retailleau a à moitié raison. Parce qu'il globalise en fait ces chiffres. Mais si on va dans le détail, il y a effectivement des arrêts maladie qui sont explosent, et ça tue les comptes publics. Vous avez un chômage subi, et celui-ci, il faut que l'État français protège, mais il y a le chômage choisi. Celui qui dit, bon, moi, pendant 12 mois, 18 mois, je vais faire le tour de France. Non, mais c'est les fameuses ruptures conventionnelles un peu arrangées. Mais c'est la vérité. J'ai encore un collaborateur qui m'a demandé une rupture conventionnelle pour partir 3 mois à l'étranger. Et pour, je veux dire, c'est en Thaïlande, pour être très précis. Ah, mais c'est sûr, hein, son compte Instagram, j'avais regardé, il est parti. Non, mais d'ailleurs, le gouvernement a pris des mesures pour freiner ça. Oui, mais bon, l'Italie a pris des mesures efficaces contre la lutte. Il n'y a pas de contrôle, en fait, finalement, lorsque vous mettez en arrêt maladie. Ah, mais c'est très cher, l'inspection du travail. Il faut que chacun comprenne que notre bien commun et la fierté de la France, c'est de protéger celles et ceux qui ont besoin. Choisir, c'est pas en avoir besoin. Donc celui qui choisit, il fait ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, un congé sabbatique. Il part 1 an. Il y a des absurdités qu'il faut changer. Quand vous êtes 12 mois au chômage, moi je trouve aberrant que vous avez droit à des congés payés. Enfin, je veux dire, c'est une folie. Vous pouvez partir en vacances, vous dites à Pôle emploi, je suis pas là, j'ai cumulé 30 jours de congé, je pars en vacances. 30 jours, enfin, c'est une folie. C'est une folie que de cumuler des congés payés lorsque vous êtes en arrêt maladie. Vous n'êtes pas là pendant 12 mois, vous avez cumulé 30 jours de congés payés. On peut plus se payer le luxe de financer. C'est ça qu'on peut plus financer. C'est les excès, parce que si on continue à s'accrocher à la totalité, alors celui qui va souffrir, c'est celui qui a besoin, et celui qui a profité, il profitera plus. Mais moi, je ne veux pas de cette société où finalement on va condamner celui qui en a besoin. Je souhaite que le parachute social soit un vrai parachute, et pas que celui qui saute de l'avion, il dit j'ai envie de sauter de l'avion, puis c'est comme ça. Non, vous le choisissez. Vous savez très bien que dans les entreprises, ceux qui veulent travaillent et sont récompensés. Oui, mais ceux-là, ils ont marre de payer pour les autres, monsieur. Ensuite, qu'effectivement, il faut serrer les boulons un peu, oui, mais pas trop. C'est pas là-dessus qu'on va faire des économies. Votre exemple, il est formidable. Vous reposez finalement le poids sur ceux qui bossent déjà, qui sont déjà à 100%. Je ne repose pas le poids. Je dis le travail paye déjà. Quand dans une boîte, quelle qu'elle soit, vous êtes un travailleur consciencieux qui fait bien son boulot, etc., vous avez de la promotion, et voilà. Vous êtes dans une situation totalement différente que le type qui est le tir au flanc, etc. Le travail paye en France, contrairement à ce qu'on entend de Retailleau ou de... Mais il y a un consensus même à gauche. Glucksmann disait, on l'a entendu tout à l'heure, que le travail ne payait plus assez, Henri Sardignac. Mais que voulait-il dire par cela ? Qu'aujourd'hui, le salaire net, visiblement, des Français n'était pas suffisant, et qu'aujourd'hui, les Français ne se retrouvaient pas aujourd'hui dans leur... Même quand vous êtes un bon travailleur et que vous êtes augmenté, finalement, dans votre salaire net, vous ne le voyez pas tellement. Et c'est tout le débat qu'on a. On va avancer. Les candidats aujourd'hui. On va avancer un petit peu dans ce grand dossier, mais le débat est passionnant, et ce débat, il continue d'être lié parce que, au-delà de travailler davantage, effectivement, vous m'avez parlé, il y a les jeunes, il y a la durée de travail, il y a aussi les retraites, évidemment, c'est l'un des grands enjeux. Avant d'écouter les propositions des uns et des autres, avec vous, Julien Arnaud, hier, c'était un des thèmes principaux de ce débat. Ça va être un enjeu pour les prochains mois, pour cette élection. Sûr et certain. On l'a vu, la question du budget, la fameuse réforme Borne, le gel de la réforme, c'était ce qui est la concession faite aux socialistes dans le dernier budget par Sébastien Lecornu. Ça a déjà été le cas. J'allais dire, c'est pas le nouveau, c'est un peu le serpent de mer. On l'a vu dans toutes les campagnes présidentielles. On annonce des réformes à un moment donné. On attend plusieurs mois post-élection pour déclencher quelque chose, et puis après on vous dit non, finalement on n'a plus le temps, on va le reporter à la prochaine élection, etc. Donc à un moment donné, ça doit être un débat, mais on doit prendre des mesures. C'est-à-dire que le prochain président et la prochaine majorité, ils vont vraiment devoir s'atteler à faire quelque chose. Quoi ? Vous voyez, 63 ans, dit François Hollande, en mettant l'accent sur l'évolution démographique. Vous avez 65 ans, si on regarde du côté d'Édouard Philippe. Et la grande question que vous me posiez d'hier, on attendait surtout
Marine Le Pen, la précision, parce que les 60 ans, quand on a commencé à travailler très tôt, ou les 62 ans, etc., les précisions étaient attendues devant les patrons. Et on va écouter tout de suite Marine Le Pen. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a rejoint Jean-Luc Mélenchon, parce que non seulement il est question d'une retraite à 62 ans, mais même de 60 ans. C'est le retour de la retraite à 60 ans. Écoutez Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Tous ceux qui ont commencé à avoir un emploi effectif au sens de l'INSEE avant 20 ans cotiseront 40 ans et partiront à 60 ans. Puis progressivement, jusqu'à 24 ans et demi, on arrivera à 42 ans de cotisation et un âge légal de 62 ans. Premièrement, nous abrogerons la retraite et nous reviendrons dans un premier temps à 62 ans. Et mon but est d'arriver le plus vite possible, retourner à 60 ans. Henri Serdignac, 60 ans. C'est possible, concrètement, aujourd'hui, dans l'état de nos finances publiques en France ? C'est pas bon, quoi. Je veux dire, c'est pas un bon sujet, la retraite, on s'en fout. Pourtant, ça va animer les débats. Oui, d'accord, mais malheureusement, je veux dire, c'est pas là-dessus que se jouent les enjeux. Les enjeux, c'est l'industrie. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus d'industrie en France ? Qu'est-ce qu'on fait pour faire rentrer les jeunes, effectivement, dans les entreprises plus tôt ? Je veux dire, l'emploi des plus de des 64, 65 ans, même 63, 65 ans, c'est pas le point central, et ce serait tout à fait tragique qu'effectivement les élections présidentielles jouent sur un truc comme ça, qui a très peu d'intérêt sur le plan du dynamisme économique français. Et c'est la réforme des retraites. Attendez. Non, écoutez, c'est vraiment, pour moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est un des points essentiels de cette campagne, et que si on ne règle pas ce problème de la durée du travail, de l'âge légal de la retraite... vous pensez que la démagogie de dire on va retourner à 60, soit 62 ans, ça doit être central ? Non, c'est pas central. Non, mais c'est une catastrophe. Si vraiment ils le font, ce serait une catastrophe économique. Ça ne doit pas être central. C'est une évidence que, d'ailleurs, les candidats sont un peu gênés. Ils savent très bien qu'ils devront prendre des mesures, parce que même Édouard Philippe n'ose plus parler de ses 67 ans, il le dit plus. Et ceux qui disent on va supprimer l'âge légal comme Attal le faisait Bardella, c'est absurde aussi, c'est pas finançable. La seule façon de financer le système de retraite actuel, c'est de repousser vers 66 ou 67 ans l'âge légal. Ça suffira pas à terme, parce que la démographie étant ce qu'elle est, il y a un moment où on pourra plus repousser l'âge de la retraite, donc il faut effectivement créer un système par capitalisation, par fonds d'État, par divers on le fera pas tous. Que les pays du Nord ont fait, et beaucoup de pays gouvernés par la gauche l'ont installé, et du coup ils ont des bien meilleures pensions que nous. Et nous on a joué les cigales, on a dit on va surtout pas s'en mêler, c'était affreux, la capitalisation, c'est un truc de riches et de droite, et maintenant c'est très tard pour démarrer, parce que même si on le démarrait aujourd'hui, ça commencerait à toucher des générations dans 30 ans. Mais je pense quand même qu'il va falloir y arriver. D'accord, vous pensez qu'on va augmenter les cotisations salariées pour faire des primes, pour faire des primes à la capitalisation, qu'en même temps on va augmenter des cotisations patronales pour avoir des primes. C'est pas possible. On n'est pas actuellement en situation de lancer la capitalisation. Mais du coup, il y aura plus des retraites suffisantes, en tout cas. Les jeunes aujourd'hui en ont conscience. Ils n'imaginent pas une minute avoir une vraie retraite. Là aussi, ils paient malgré tout pour les pensions des autres. Là aussi, c'est un verrou qui a visiblement aussi sauté côté gauche, parce qu'on entend des candidats comme Philippe Brun aujourd'hui qui dit haut et fort que la capitalisation, il faut en parler effectivement. C'est plus un tabou. C'était des sujets. Et François Hollande également. On va écouter justement François Hollande. Il s'est exprimé il y a quelques minutes parce que lui, il parle notamment non plus de 62 ans, comme c'était un totem entre guillemets à gauche, mais il vient de 63 ans. Écoutez François Hollande. Nous sommes à partir du 1er janvier 2028 sur un âge de 63 ans, correspondant à 43 ans de durée de cotisation. Je pense que c'est ça, à partir de cette borne-là, si je puis dire, que nous devons partir. Ensuite, comment peut évoluer le système pour l'équilibrer ? Eh bien, c'est aux partenaires sociaux d'en décider et de voir comment ils ajusteront à travers la durée de cotisation, pas nécessairement à travers l'âge, la durée de cotisation, en tenant compte de la pénibilité, comment ils assureront l'équilibre du système des retraites. Stéphane Manigold, on sent quand même à gauche, ça bouge aussi. Oui, ça bouge. Je note la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, hier, avant d'aller sur
face au patron. Il a dit, quand vous leur avez posé la question, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Je vais leur dire les 4 vérités, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est du Jean-Luc Mélenchon dans le côté théâtral. Et puis Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même passé totalement inaperçu ici même. C'est qu'il a un peu rétropédalé hier face au patron. Il leur a tellement dit les 4 vérités qu'il leur a dit, on va commencer la retraite à 62 ans. Et puis on verra après les 60 ans. Il l'a quand même dit ça hier. Donc pour quelqu'un qui voulait finalement dire les 4 vérités au patron, il a peut-être dit les 4 vérités, ou en tout cas, il a un peu moins menti en disant que 62 ans, c'était une étape. Maintenant, sérieusement, sur les retraites, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel budget on a. Et à partir de ce budget, on construit une retraite. Et là, on fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on parle d'âge, on dit, voilà, il faut 63, alors chacun y va de son âge, 64, 67, pourquoi pas 70, et pourquoi pas 45 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on collecte, et avec cet argent collecté, comment on le redistribue. C'est aussi simple que ça. Vous savez, dans une entreprise, vous avez un chiffre d'affaires, vous le rentrez, vous avez des charges, vous avez et puis après vous avez ce qui vous reste, et avec ce qui vous reste, vous faites votre budget. Et là, j'ai l'impression qu'on construit pas de budget, on construit une histoire. Mais non, parce qu'on sait très bien qu'en reculant l'âge de la retraite, ça fait plus de recettes. Mais je suis pas forcément d'accord. Il y a des statistiques. Mais ça, c'est des statistiques, mais c'est pas forcément l'avenir. C'est pas parce que le passé s'est passé comme ça que l'avenir. Quand les gens travaillent, ils cotisent. Quand les gens travaillent plus longtemps, ils cotisent et ils permettent de payer les retraites. Je vais vous donner un exemple précis. On est tous d'accord que, par exemple, la caisse des retraites des avocats aujourd'hui, elle est excédentaire, elle est riche, dotée et tout. Moi, je vous le dis et ils le savent. Dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera plus le cas. Puisqu'il y a quand même une destruction massive d'emplois, donc de cotisants, dans les métiers de droit, notamment à cause de l'intelligence artificielle. Si vous avez moins de salariés, moins de cotisants, à un moment, vous tombez dans un régime déficitaire. Et ça, on peut vous le faire à l'infini. Les fast-food qui mettent des bornes à la place de salariés, c'est des salariés qui ne sont plus là et qui cotisent. Ce sont des bornes, vous mettez une prise électrique, vous payez votre TVA sur votre électricité, terminé, ça ne cotise pas en modèle social. Mais si vous restez à 62 ans, c'est encore pire, c'est tout. Mais je suis d'accord, mais il faut aussi regarder comment la société évolue. Et on est encore dans un système, on regarde, ça a été fait dans les années 45, 50, je sais plus maintenant, la retraite... 45. Mais on n'est plus en 1945. On est en 2026. La société, elle a changé fondamentalement. On a des chocs technologiques puissants qui sont là, et ces chocs, faut les absorber. Elon Musk parlait même de création monétaire, d'imprimer de l'argent, parce que les robots vont produire plus vite et que finalement, il va falloir consommer, et donc on va être même dans une période... Dans les choses positives qui nous sont arrivées, il y a une espérance de vie en bon état qui a aussi reculé. Oui. Donc c'est vrai que de demander aux Français de travailler un peu plus longtemps, alors qu'ils sont justement en meilleur état grâce au progrès de la santé et de toute la protection sociale dont ils ont bénéficié, ça ne paraît pas illogique. Ça permet du coup... pas de régler tout le problème, mais une partie, et de créer plus de valeur, de richesse, et de permettre de financer les retraites. Et comme le dit monsieur, on le fera en tenant compte de la situation du marché du travail. Si effectivement la situation sur le marché du travail fait que les personnes plus âgées ne trouvent pas d'emploi et que les personnes plus âgées sont dépréciées du point de vue technologique, on ne pourra pas le faire. Mais donc on reste dans le déni démographique. On est dans le déni, on reste, nous, à 62, alors que tous les autres pays sont à 65 ou 67. Nous, en fait, on ne veut pas voir la réalité démographique. 62 et 67, c'est une comparaison qui est erronée. Le Danemark, par exemple, a voté en France jusqu'à 70 ans. Mais les gens ne travaillent pas jusqu'à 70 ans. Dans tous les pays où on dit la retraite est de 67 ans, 67 ans, c'est l'âge du taux plein. Mais dans tous les pays, il y a des mécanismes qui permettent de partir avant. Peut-être. En France aussi. Aménager le travail. Mais faisons la même chose. En France, on a un âge moyen de départ qui doit être de 62,5. Dans d'autres pays, on a 63,5, 64,5. On n'a pas 5 années d'écart. On a 2 années d'écart. Il faut pas non plus, il faut pas aggraver notre situation. On a une réforme qui est en cours. On peut espérer que qui est gelée. On peut espérer qu'elle soit dégelée. On a jusqu'à présent un report de l'âge de la retraite qui se passe pas si mal, puisque grosso modo l'emploi des seniors augmente. On a un problème qui est l'emploi des jeunes, qui demande à la fois
un effort des jeunes et aussi un effort des entreprises qui doivent accepter... Elles ont été saignées, les entreprises, lors des derniers budgets. Qui doivent accepter d'embaucher des gens sans expérience. Oui. Sans expérience, avec l'idée qu'ils les formeront, sachant qu'ils ont quand même une marge pour les licencier la première année si ça ne marche pas. Voilà. Julien Arnaud, Sylvie Pierre Brossolette nous parlait de cette proposition de Bruno Retailleau qui veut calquer cet âge de départ légal à l'espérance de vie. Est-ce que politiquement, c'est faisable aujourd'hui ? Est-ce que les Français sont prêts à entendre ça ? Je pense que c'est faisable et on peut se dire, tiens, sur le côté... profitons de la campagne présidentielle avec la boîte à idées, on met des choses nouvelles aussi sur la table. On n'avait pas beaucoup entendu, c'est quelque chose, et pour le coup, je pense que vous me rejoindrez, c'est quelque chose qui est entendable et qui est justement malin, je dirais, d'un point de vue aussi... Mais c'est appliqué en Allemagne, c'est plus un sujet. C'est déjà ce qui avait été fait avec la réforme Touraine. Parce qu'avec la réforme Touraine, on a dit, on va... Sur la durée de cotisation. On augmente la durée de cotisation en fonction de la durée de vie. Donc il reprend Touraine. Oui, mais c'est bien de le remettre. Il reprend Touraine. Mais l'Allemagne, ils sont à 66 ans. Et ils vont passer à 67 ans l'année prochaine. 66 ans et 4 mois même pour être. Ils ont 15% de PIB par habitant de plus que nous. C'est quand même lié. Un seul pays européen qui est comme nous ou en dessous de nous en termes d'âge de départ légal à la retraite. On a en Belgique... la question est simple. On a en Belgique et en Autriche des situations qui sont équivalentes à celles de la France. 66 ans en Belgique. Mais non. Pourquoi mais non ? Parce que 70 ans... 66. Non, mais c'est l'âge... Quel est l'âge effectif ? Ce qui est important... L'âge de départ, taux plein... C'est l'âge effectif auquel les gens partent. Non, mais l'âge pivot est important. Dans tous les pays, si vous dites... Je mets l'âge à 65 ans, vous êtes obligé d'avoir des mécanismes pour permettre aux gens qui font des métiers pénibles ou des gens qui sont handicapés, qui leur permettent de partir plus tôt. C'est pour ça que la différence, la différence ne peut pas être très forte. Qui est grippé. Ces exceptions, évidemment qu'il faut. C'est pas des exceptions. Il y a des tas de métiers. On ne vous mettra pas qu'on peut pas faire après 62 ans. On ne vous mettra pas d'accord ce soir, mais le débat est enflammé et il va continuer sur LCI tout au long de cette campagne présidentielle. Merci beaucoup d'avoir animé le grand dossier avec moi, Stéphane Manigold, Catherine André, Henri Serdignac, Sylvie Pierre Brossolette et Julien Arnaud. Dans un instant, vous retrouverez 24 heures avec Yves Calvi, mais dans le reste de l'actualité, on va commencer par évidemment l'actualité au Népal avec cette crue gigantesque et dévastatrice survenue mercredi, vous le savez, dans le nord du pays, à la frontière avec la Chine, qui a fait au moins 579 morts et plus de 1400 disparus selon les derniers chiffres ce soir. Par ailleurs, 7 corps de victimes présumées de la crue ont été récupérés en aval dans l'extrême nord de l'Inde. Ce soir, l'Union européenne a promis d'accorder une aide d'urgence de 2 millions d'euros au Népal, des fonds destinés à aider les familles et les communautés les plus durement touchées. On l'a appris également, un soldat franco-colombien de la Légion étrangère française a été enlevé début août dans une région de la Colombie contrôlée par la guérilla. Il s'agit du caporal José Olguer Melo Chari, engagé dans l'armée depuis 4 ans. Il était en permission dans son pays d'origine. Les incendies, avec un chiffre qui vient de nous parvenir, les incendies qui ont lieu cet été en Gironde, dans les Landes et dans le Var, qui ont occasionné 25 000 sinistres pour un coût estimé à près de 500 millions d'euros, a indiqué France Assureur aujourd'hui dans un communiqué. Et justement, les pompiers qui sont mis à rude épreuve, qui ont été mis à rude épreuve, la colère ne retombe pas parmi les syndicats de pompiers. Pour preuve, l'intersyndicale réunie aujourd'hui a annoncé déposer un préavis de grève à compter du 8 septembre. Écoutez le porte-parole de l'intersyndicale. Nous allons déposer un préavis de grève à compter du 8 septembre jusqu'au 20 octobre. Le 8 septembre, on va avoir la remise en main propre du projet de loi de modernisation de la sécurité civile. Et le 20 octobre, c'est la première partie qui sera votée du projet de loi de finances. Donc le vote solennel de la première partie du projet de loi de finances. Donc c'est pour ça qu'on maintient l'impression du 8 septembre au 20 octobre. Et puis c'est l'image de la journée, des milliers, des millions de fans qui l'attendaient. La voici, Céline Dion est bel et bien de retour à Paris. La star internationale est arrivée au Royal Monceau où les photographes et les admirateurs étaient venus apercevoir leur idole dans la capitale. Avant une série de concerts, vous le savez, historiques, mettant fin à 6 ans d'absence sur scène. Céline Dion qui s'est exprimée au micro, écoutez-la. Attention les bébés. Depuis le premier jour. C'est une histoire qui continue. Trop belle. Des objets.
Voilà, dans un instant, c'est Yves Calvi avec 24 heures. Reste avec nous.